Bonjour, mon nom est Bernard Bolz et je suis un militant associatif. Je me suis préoccupé de la prison depuis fort longtemps. J'y ai fait un séjour de 2 mois à la prison Saint-Paul à Lyon et puis accompagné beaucoup de personnes qui passaient par la prison. Tout ça m'a donné l'idée à un moment donné de créer une structure qui se préoccuperait du droit et de la dignité des personnes détenues. Donc cette structure s'est appelée l'Observatoire international des prisons et voilà, j'ai consacré beaucoup de temps de ma vie d'une part à le créer et ensuite à le développer. Et au bout d'une petite dizaine d'années, j'en suis parti complètement convaincu que ce système devait être développé par d'autres. Et nécessitait d'autres qualités que celle de lancer quelque chose. Et puis également qu'il est nécessaire que sur ce terrain-là, les personnes se renouvellent, qu'on ne s'habitue pas à ce qu'on voit. Voilà, j'ai fait différents types de travaux pour rentrer dans une période plus contemporaine chez le contrôleur général des lieux de privation de liberté, institution dans laquelle je suis toujours. Très bien. Et pour vous, quel est le sens de la sanction, de la peine? Est-ce que c'est plutôt de prévenir la récidive, de punir, de protéger la société? Est-ce que la peine aujourd'hui remplit ces différentes fonctions? Donc on attribue, d'abord les textes de loi attribuent différentes fonctions à la peine de prison. Bien sûr, priver quelqu'un de sa liberté, c'est la peine la plus importante qu'on puisse prononcer à l'encontre d'une personne, puisque la peine de mort a été supprimée. Donc ce qu'on peut faire de plus grave à l'encontre d'une personne en infraction avec la loi, c'est effectivement de la priver de sa liberté. Donc il y a 2 raisons essentielles. C'est d'une part de l'empêcher de nuire. Une autre qu'on peut considérer, bien évidemment, c'est de la sanctionner, c'est de la punir. Et je dirais le droit confère une 3e disposition qui est finalement de la préparer à se réinsérer. Donc une vocation de réinsertion. On peut penser qu'il y a un échec total sur cette notion de réinsertion puisque les moyens ne sont pas véritablement mis à cet endroit et qu'on contribue davantage à abîmer les gens dans leur séjour en prison qu'à les réparer. Deuxièmement, je pense que la notion d'empêcher de nuire est vraie sans doute pour un certain nombre de personnes. Il y a des personnes dont le comportement peut être véritablement problématique et qui convient de contenir à un moment donné, parce qu'on sait que si elles ne sont pas contenues, mais elles peuvent commettre des infractions graves. Et sur la notion simplement de punition, de peine, on manque totalement d'imagination, puisque cette façon-là de procéder pour punir la personne contribue à l'abîmer. Dans la notion de peine, il y a la notion de pénible, de souffrance. Donc il y a quand même une notion d'abord chrétienne à la peine, d'inspiration chrétienne, faire souffrir pour réparer en quelque sorte. J'ai des doutes sur le fonctionnement de la sanction qui très vite fait de la personne auteur d'infraction une victime à son tour. C'est-à-dire qu'on lui inflige finalement une telle sanction qu'on la transforme à son tour en victime. Et donc c'est là qu'elle peut susciter une certaine compassion à son tour, parce qu'elle est en fait pas bien traitée. Et il est très difficile pour des personnes libres de concevoir ce qu'est l'enfermement, de se mettre à la place d'eux. C'est difficile quand on a toujours eu du travail de considérer que le chômeur n'est pas un paresseux ou quelqu'un qui profite
des autres et du système. C'est difficile quand on n'est pas handicapé, quand on ne souffre pas de tel ou tel handicap, de concevoir ce qu'est le parcours du combattant d'une personne, par exemple en fauteuil roulant en ville. Et c'est difficile quand on n'est pas passé par la case prison d'avoir, je dirais, la générosité, la bienveillance, je pense qu'il faudrait dire nécessaire pour comprendre que la situation de la personne enfermée, même si elle a la télévision en couleur, l'eau chaude, l'eau froide et l'eau mitigée, elle se trouve dans une situation qui est passablement intenable. Du coup, la prison remplit assez peu ses rôles, en fait, ses fonctions. Les fonctions attribuées à la prison sont assez peu défendables, partiellement pour certaines. En tout cas, pour ce qui est de ma part, mais c'est un point de vue partagé par beaucoup, où je partage avec beaucoup, c'est de dire qu'il faudrait faire un autre usage de l'enfermement. On est dans un monde avec trop de prisons, on dispose de beaucoup trop de places de prison en France. Ça se mesure avec le taux d'incarcération. Notre taux d'incarcération ne cesse de croître, c'est-à-dire que le nombre de détenus pour 100 000 habitants ne cesse de croître. Beaucoup parce que les peines sont de plus en plus longues et qu'il est absolument nécessaire d'imaginer un monde avec moins de prisons. Un monde avec moins de prisons, ou avec une prison conçue différemment, ou avec des aménagements de peine, est un monde avec moins de récidives. Un monde avec moins de récidives est un monde avec moins de victimes. Un monde avec moins de victimes est celui qu'on défend. On ne peut pas tout à la fois se vouloir du côté des victimes et fabriquer tous les jours une machine qui fabrique des victimes. Il y a une sorte de contradiction aberrante que les gens défendent allègrement, je dirais avec une absence totale de clairvoyance. Alors que tous les indicateurs, je veux dire, c'est pas là un positionnement de droite ou de gauche, c'est des problèmes assez techniques, ou on pourrait presque dire scientifiques. C'est-à-dire que les analystes et les personnes qui étudient des cohortes de détenus sont capables de dire que l'aménagement de peine, de l'aménagement de peine résulte une récidive moindre. Et c'est ça qu'il faut défendre si on est du côté des victimes. Et du coup, pour avoir un monde avec moins de prisons et plus d'aménagements, quelles alternatives existent aujourd'hui et comment sont-elles utilisées, comment peut-on les développer? Il y a un usage assez modeste des alternatives à l'enfermement en France. Je ne dis pas qu'il ne soit pas réel, mais assez modeste. Et on a fait de la prison un objet idéologique, un enjeu idéologique très fort. C'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes se sont emparées de cette question-là pour en faire un enjeu idéologique, donc électoral, donc apparemment de bon sens et apparemment destiné à rassurer les braves gens. Je ne sais pas, trouver une expression assez péjorative pour indiquer qu'on peut rassurer à bon compte en donnant le sentiment qu'on s'en occupe de façon répressive. C'est ce qu'ont fait les États-Unis à la puissance 10. On sait dans l'échec dans lequel ils sont et la façon qu'ils ont en ce moment de vouloir réfléchir autrement. En France, je dis à chaque fois qu'il y a une mauvaise idée idéologique comme ça à défendre, s'y engouffrent toutes sortes de personnes dans une mauvaise foi la plus totale, mais il faut considérer que ça marche. Et donc tant qu'on sera enfermé dans ces concepts imbéciles, on continuera à reproduire des systèmes qui dysfonctionnent avec une sorte de bonheur important, mais qui sont en fait des choses malheureuses. J'ai bien peur que si on apporte la démonstration de l'efficacité d'un dispositif par rapport à un autre, ne serve même pas la cause.
C'est pas parce qu'on ferait la démonstration que le travail d'intérêt général, que l'existence de la proposition d'un travail ou d'une formation pour une personne à l'issue de son temps d'incarcération aurait des effets très bénéfiques, je ne suis pas sûr que ça serve la cause, parce qu'on a affaire à des idéologues et de toute façon qui assènent un discours qui est un contresens et ils se fichent pas mal de la réponse. Donc on est dans un appareil qui se moque du bon sens. Et donc on a un travail, nous, à faire. Alors il faut faire ce travail, hein, parce qu'il sert directement la personne concernée. Donc bien évidemment il faut le faire. Il ne faut pas nourrir des espoirs démesurés sur ce que ça va produire, il faut le faire. Et il y a un travail à faire, je dirais, parallèlement, pour démontrer l'inanité ou l'aspect réactionnaire. On le voit en ce moment sur ce débat sur les allocations familiales. Certaines personnes peuvent gagner 8 000 € par mois et on va leur donner la même somme que quelqu'un qui serait chômeur et qui aurait 3 enfants ou 4 enfants. Et si on veut toucher à cette redistribution, à cette distribution-là, il y a tout un appareil idéologique qui dit vous attentez à la famille, c'est destructeur pour la famille, c'est inconcevable. Et à tour de rôle, les gens d'ailleurs de droite ou de gauche qui ont fait ce type de proposition se heurtent au moment du passage à l'acte, se heurtent à une machinerie assez puissante, et c'est toujours la peur de la réaction qui finit par l'emporter, par une absence de courage politique. Ce qui fait l'indépendance du contrôleur général des lieux de privation de liberté, c'est le fait qu'il soit irrévocable et le fait que son mandat ne soit pas renouvelable. Eh bien, si les politiques étaient certes irrévocables, mais dont le mandat ne pourrait pas être renouvelé, on peut imaginer que beaucoup feraient davantage ce qu'ils ont promis. Et donc la perspective d'être reconduit dans le pouvoir avec les avantages du pouvoir et la caste que ça finit par former, fait qu'à un moment donné, on est dans un immobilisme extrêmement important. Est-ce qu'aujourd'hui, la réforme pénale qui a été votée au cours de l'été ne montre pas quand même une certaine volonté de changer les choses sur cet aspect ? Il y a une volonté de changer les choses, d'après ce que je lis et crois comprendre, c'est que ces peines non privatives de liberté sont passablement vidées de leur substance, enfin, c'est ce qui se dit de la part d'un certain nombre, par la forme qu'on a donnée à la loi. Donc il faut se méfier. Bon, cette loi a été quand même bien défendue par la garde des Sceaux, c'est certain, et son discours est intéressant. Le résultat n'est très certainement pas à la hauteur. Donc il faut continuer ce travail. En se disant qu'il appartient aussi aux personnes usagères de l'administration pénitentiaire concernées par la détention de prendre à un moment donné en charge leur propre sort. C'est-à-dire que l'individualisme qui s'est emparé de la société dans son ensemble et à l'extérieur, cette parcellisation, le fait qu'on soit devenu beaucoup des consommateurs, que nous ne restons pas groupés, que nous sommes assez peu unis, que nous avons parcellisé nos combats, celui du logement, celui contre le chômage, celui contre le racisme, celui qui questionne la prison, a fait que chacun arriverait presque à être en concurrence par rapport au champ voisin, alors qu'en fait tout ça appartient au même combat et qu'il faut le montrer, et ce qui le montre, c'est la dimension politique. Et cette dimension politique, c'est déstructuré en quelque sorte, nous a parcellisé, et donc on a la peine à donner un sens commun à l'ensemble de ce travail. C'est ça qu'il s'agit de retrouver dans une époque où c'est difficile. La crise économique, ou ce qu'on appelle la crise économique, est peu favorable aussi à cette intelligence de la situation, encore qu'elle pourrait y pousser. Mais en ce qui concerne la population des détenus, les détenus sont beaucoup plus forts qu'ils ne le pensent. Et si les détenus retrouvaient des formes de solidarité, il y a des rapports de force qui en seraient changés. Mais on ne peut pas faire le bien des gens malgré eux. Donc on se met à disposition, on essaie d'accompagner le mouvement,
On travaille aussi à sa propre libération, simplement pour pouvoir se regarder dans une glace sans rougir. Mais voilà, on ne rendra pas les gens heureux malgré eux. Donc on ne peut pas non plus porter toute la culpabilité de tout ce qui n'arrive pas à se faire. Chacun a sa part de responsabilité. Ça c'est peut-être plus une question par curiosité, mais comment trouver une solidarité entre les détenus dans un système où les regroupements syndicaux ne sont pas autorisés et où les personnes arrivent et repartent, où il n'y a pas de... C'est très variant, enfin les personnes bougent beaucoup. Cette solidarité, comment la retrouver? Moi, j'ai pas de solution. C'est une conscience collective, c'est une conscience politique. Effectivement, ces solidarités, je donne un exemple. Récemment, dans une discussion, un débat, une personne qui avait été détenue disait que systématiquement, quand un nouveau arrivait dans la prison, il y avait ce qu'on appelle un colis arrivant, c'est-à-dire que les co-détenus se cotisaient en quelque sorte pour donner un peu de sucre, du tabac, un peu de café, une enveloppe, un timbre, enfin faire en sorte que l'arrivant dans sa cellule dispose immédiatement d'un minimum vital en attendant qu'il puisse cantiner, recevoir des subsides, avoir accès à peut-être une activité rémunérée. Il semblerait que ce temps-là soit révolu. C'est vrai que la télévision, par exemple, la consommation de stupéfiants en prison, tout ça a morcelé les gens, les a individualisés, les a isolés. Et il y a une sorte de déstructuration de la personne à l'intérieur de la prison qu'on retrouve à l'extérieur, qui fait que les solidarités ne sont pas les mêmes, qu'il peut y avoir même des abus de certains à l'endroit d'autres personnes détenues. Et c'est des comportements qui sont ignobles, mais qui sont assez fréquents. À la fois, il faut en rendre responsables leurs auteurs, peut-être leur trouver aussi des circonstances atténuantes parce qu'ils sont le produit eux-mêmes d'une collectivité qui les a rendus comme ça, mais il y a des gens qui y travaillent. La télévision telle qu'elle est formatée est décervelante, le travail de sape des grandes marques, comment on rend les gens consommateurs, comment on diminue leur capacité de réagir et qu'on les rend sujet de la consommation, nous des cervelles, parce que personne ne sort indemne de ce processus. Et pour en revenir aux alternatives qui existent à la prison aujourd'hui, en quoi elles peuvent être bénéfiques et en quoi elles sont aujourd'hui sous-utilisées? Prenons par exemple le travail d'intérêt général, qu'est-ce qu'il apporterait par rapport à une peine de prison en comparaison sur la personne? D'abord, avant de parler même de travail d'intérêt général, il faudrait parler du travail tout court, du travail. C'est-à-dire que le travail, bien sûr, qu'il a été, je dirais, qualifié par beaucoup d'aliénation, d'une façon de s'aliéner, mais le travail est aussi, enfin, à ma connaissance, la seule façon pour une personne de conserver sa dignité. Et ce qu'on a pu faire de pire, et il y a un chanteur québécois qui le dit, c'est si on veut tuer un homme, il suffit de le payer à ne rien faire. On l'a vu, je pense, dans des sociétés, chez les Inuits, ou en tout cas dans le Grand Nord, ces peuples plutôt nomades, on les a pour des raisons aussi économiques, d'emprise sur ces territoires pour certains types de recherche. On les a, je dirais, assignés à résidence sur des territoires avec des maisons en dur et en les payant, en leur donnant des subsides pour qu'ils restent là et qu'ils n'embêtent personne. Mais c'est des gens qui vont s'alcooliser, qui vont se détruire, qui vont perdre leur dignité humaine. Donc, la façon qu'on a de concevoir le partage de la richesse aujourd'hui et le travail fait qu'on substitue au travail des machines et la richesse qui ne cesse de croître, qui en résulte, est confisquée par quelques-uns qui deviennent extrêmement riches avec des gens qui sont dans la plus grande pauvreté, pour ne pas dire misère, à côté.
Donc il va falloir à un moment ou à un autre qu'on retrouve le sens de ce travail. Là où il appartient aussi, il y a des personnes qui sont indemnisées hein, pour être au chômage, et il appartient aussi à chacun d'être responsable de ce qui lui advient, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir un travail rémunéré, s'il y a une rémunération, le temps ainsi gagné peut être consacré aussi à la collectivité, à l'intérêt général. Moi j'en ai assez abusé pour me permettre de faire mon activité militante. Parfois c'était le chômage, et j'en ai jamais rougi, parce que c'est une façon de consacrer plus qu'un plein temps à faire quelque chose qui n'est pas rémunéré, mais qui produit du sens. Et c'est une invitation à chacun à profiter de son temps pour acquérir sa liberté et sa dignité de cette façon-là. Alors, offrir un travail aux détenus, c'est indispensable. C'est indispensable. On ne peut pas rester oisif toute la journée. Le travail n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une sanction, donc il s'agit d'obliger personne. Par contre, toute personne dans son temps de détention devrait avoir soit un travail, soit une formation professionnelle. Je ne parle même pas d'activité, ça c'est en plus, mais un travail ou une formation, systématiquement. Si elle n'en veut pas, bon, à elle d'en décider, mais qu'elle ne puisse pas en faire grief à quiconque. Dans la préparation à la sortie, trouver ce que vous avez imaginé, c'est-à-dire créer du lien entre ceux qui sont susceptibles de faire une offre de travail et les personnes susceptibles d'en bénéficier, me semble une idée très forte. Et ce que vous allez faire là ne peut qu'encourager des collectivités ou des entreprises ou des chefs d'entreprise à le proposer. Oui, je vais donner un exemple pour... Dans le cadre de mon activité au contrôle général des lieux de privation de liberté, la semaine dernière, j'ai été amené dans un centre de rétention administrative, donc des étrangers en voie d'expulsion. J'ai très longuement discuté avec des personnes retenues, donc dans ce qu'on appelle le peigne, c'est-à-dire le bâtiment dans lequel les personnes sont consignées, retenues, qui sont des endroits assez tristes, et les personnes sont dans des situations inextricables. Et ressentent comme une profonde injustice le fait d'être éloignées du territoire, parce que souvent elles ont des liens ici, parfois des enfants, parfois des compagnes ou des compagnons. Et on est extrêmement démunis parce qu'on est dans l'incapacité d'apporter une solution individuelle à des personnes qui nous le demandent. Parce que notre travail est sur les conditions générales, les droits fondamentaux des personnes retenues, mais il n'est pas en train d'être essayé de faire le travail je dirais, des personnes qui sont salariées du centre pour le faire. Le seul fait d'écouter une personne, de l'écouter avec du temps, de l'entendre dans son récit, je me suis rendu compte que ça lui reconférait de la dignité. Et ces personnes m'ont parfois remercié. Moi j'avais plutôt honte du peu que j'arrivais à faire ou du rien que je faisais, même pire que ça, du rien que je proposais. Le seul fait d'être entendu, d'être accompagné dans ce moment-là, qu'on lui serre la main, qu'on s'assied à côté d'elle, eh cette personne retrouve une part de sa dignité parce qu'elle a pu faire le récit de ce qui lui arrivait. Elle part assez curieusement, peut-être moins désespérée. Et le pire, c'est pas tellement d'être renvoyé au bled, même si c'est pas drôle, mais c'est d'avoir le sentiment d'avoir été nié en tant que personne, écoutée par personne. Ce que vous entreprenez peut-être va emprunter un peu à ça, c'est désespérant, mais quand même, il faut en voir la qualité. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup 10 000 personnes qui vont avoir du travail. Vous n'allez pas fabriquer du travail en France. Vous allez occuper des dispositifs, vous les valoriser, qui vont permettre à un certain nombre de personnes de retrouver cette dignité, mais par capillarité, ça peut être extrêmement utile. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que c'est une invitation à dire que des solutions sont possibles. On n'est pas obligé de se conformer à une sorte de machine qui nous lamine. Et je pense qu'en ce sens-là, c'est porteur d'espoir, porteur d'avenir pour les gens. Et ça peut donner l'idée à d'autres de se lever à leur tour, de multiplier des expériences. Et je pense que de ce côté-là, il y a beaucoup plus d'expériences qu'on ne l'imagine. Et il y a beaucoup plus de bonne volonté et d'enthousiasme qu'on l'imagine. Et simplement, c'est que ce n'est pas forcément
à ces personnes-là qu'on tend le micro, qu'on donne la parole. Voilà, il ne faut ni pécher par excès de pessimisme et penser que dorénavant tout sera toujours comme d'habitude, ni pécher par excès d'optimisme. Je ne sais pas comment dire, il faut rester lucide sur les avancées. On peut dire que l'accès aux soins en prison a avancé incontestablement, et pourtant aujourd'hui, il y avait une dépêche de l'AFP hier qui indiquait qu'une personne était restée 36 mois après son arrivée en prison sans les soins dentaires que son État réclamait. Donc l'État vient d'être condamné pour ça, mais aujourd'hui on a besoin de soins psychiques en prison, on a besoin de psychiatres, de psychologues. Ces soins ne sont pas là. Il n'y a plus de psychiatres en prison, on n'arrive plus à les trouver. Même les experts qui doivent indiquer si la personne peut bénéficier d'un aménagement de peine, d'une sortie en quelque sorte. Même ces psychiatres, on n'arrive plus à les trouver, les préfets doivent les réquisitionner. Donc une personne, il va lui manquer dans son dossier l'expertise psychiatrique qui lui est nécessaire pour prétendre bénéficier d'un aménagement de peine. Donc c'est extrêmement grave. Alors certes, la société dans son ensemble en difficulté par rapport à ces questions-là, on manque de psychiatres à l'extérieur, on commence à manquer de médecins, enfin on a quand même tous les moyens aujourd'hui pour former des médecins, des psychiatres. Alors où est notre problème ? Et comment ceux qui se partagent le marché n'ont jamais assez d'argent et surtout veulent continuer à bénéficier d'un certain nombre de privilèges et de revenus quand même assez exorbitants. Et ils ne veulent pas les partager avec d'autres. Pour d'autres, c'est pas aller dans certaines régions. Donc c'est plus du tout conçu comme un service public, c'est conçu comme une façon de gagner beaucoup d'argent et assez rapidement, et dans une certaine forme de confort. Donc quand les liens sont à ce point défaits, ça ne peut pas aller dans le bon sens. Et à mon avis, la remise à plat, elle se fera vigoureusement, elle va se faire brutalement. C'est-à-dire que puisque ceux qui disposent de l'argent, il y a un argent formidable, puisqu'ils ne veulent pas le partager, il va devoir leur être arraché. Et ça se fait dans la violence. Et comment ça va se faire ? Ça va se faire que, je pense qu'à un moment donné, cette violence que déjà certains sentent va s'accentuer. Alors c'est une violence sans queue ni tête, parce que elle est dirigée contre la société en règle générale qui dysfonctionne. Elle n'est pas dirigée en particulier contre les riches qui en plus ont les moyens de se protéger de manière très forte. Enfin, aujourd'hui, ils ont des résidences ou des parcs de plus en plus surveillés, inaccessibles. Enfin, je veux dire, ils sont bien gardés, ils se protègent bien. Mais à un moment donné, moi, de ce côté-là, je suis assez pessimiste. Et à l'intérieur de ça, il faut continuer à se lever le matin et à continuer à faire notre travail qui consiste à vouloir essayer de réparer ça. Mais souvent, j'ai l'impression en ce moment qu'on sert à repeindre les cages, quoi. On repeint la cage. On repeint la cage. Regardez, nous, oui, on accompagne les prisonniers, on repeint la cage. Mais est-ce que c'est de ça dont ils ont besoin, quoi ? Ils ont besoin qu'on ouvre la cage. Et ce que vous êtes en train d'imaginer, c'est une façon d'ouvrir la cage. C'est de faire des propositions, c'est de pousser et d'offrir des solutions. Et comme ceux qui sont censés devoir les animer ne le font pas, sont en déficit, je dirais, et d'intelligence et d'envie, de désir, parce qu'ils sont perdus dans leur système, et bien il faut que cette régénérescence en fait arrive de l'extérieur.